BFM Business, Follow l'expert, présenté par Guillaume Paul. Follow l'expert, votre rendez-vous mensuel sur BFM Business. Follow l'expert, le rendez-vous qui vous aide et qui veut vous aider encore plus, vous entrepreneurs, vous aider encore plus à passer la période actuelle semée d'embûches, évidemment, en vous éclairant en maximum, en vous donnant du conseil, vous savez, en matière comptable, juridique, fiscale, sociale ou autre. Vous le savez depuis 2 ans, l'expert comptable est là, debout dans la tempête pour vous aider à avancer. Et vous savez que c'est le but de ce rendez-vous, vous montrer qu'il peut être un partenaire, vous aider dans le brouillard à continuer à avancer. Notre sujet du jour, justement, c'est un peu ça. Comment bâtir une stratégie de développement? Question légitime pour toute entreprise qui veut aller de l'avant. Et oui, il y avait peut-être quelques modèles préétablis avant la crise, mais désormais les cartes sont un peu rebattues et peut-être qu'il y a d'autres chemins à emprunter, qu'il faut savoir prioriser ses démarches, temporiser sur certains points. 2 entrepreneurs avec nous comme tous les mois pour venir évoquer le sujet sur notre plateau. Il va se succéder. Idir Saïd Siamer est avec nous, cofondateur de Tractor. On est dans le BTP, spécialiste de la location de matériel. Et puis Camille Azoulay, présidente de Funky Veggie ou Veggie on dit Veggie, pardon, des produits 100% naturels avec rien de bizarre dedans. J'aime beaucoup le concept. Et puis face à eux pour leur répondre, c'est notre expert comptable du jour, c'est Franck Lamotte qui est expert comptable à Lyon. Sa mission, avoir répondu à leurs interrogations d'ici une bonne vingtaine de minutes. C'est parti, Follow l'expert, mission numéro 1. BFM Business, Follow l'expert, la mission. Des entrepreneurs qui sont accompagnés, vous le savez, comme chaque mois par le MoveJ, le mouvement des jeunes entrepreneurs. Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Guillaume. Président fondateur du MoveJ. Comment bâtir une stratégie de développement? C'est notre sujet. Je le disais en introduction, Dominique, il n'y avait pas de méthode préétablie avant la crise, il y en a encore moins à l'issue de cette crise finalement. On est bien d'accord, Guillaume. J'ai envie de dire, bâtir une stratégie de développement, c'est assez indispensable. Premièrement, surtout quand on veut faire de la croissance, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, eux deux. Mais on peut être obligé de bâtir une stratégie de développement parce qu'on peut rencontrer dans le développement des soucis parce que un partenaire va venir pour, je dirais, casser l'élan de la boîte qu'on avait et donc un concurrent un peu sérieux, parce que des marges peuvent s'effriter en fonction de telle ou telle raison. Et donc là, c'est une obligation de se repositionner. Oui. Vous disiez d'ailleurs, Guillaume, qu'il faut parfois se réinventer sur du business. Ils l'ont fait, il l'a fait, je le sais. Et là, quand on prend la crise, c'est indéniable qu'il faut se repenser en permanence. La question, c'est se repenser comment, combien de temps, parce que refaire toute la stratégie pendant 6 mois, c'est peut-être pas le moment. Et surtout, dans une stratégie, il faut coller tout ça avec les chiffres, et c'est là où l'expert comptable est absolument indispensable. Et on va voir ça concrètement avec lui. Vous dites, il est là, notre premier entrepreneur. Je vous laisse nous le présenter, Dominique. Eh bien, c'est simple. J'ai une petite note parce que je le connais depuis longtemps, mais quand même, il a déjà une expérience assez importante. Idir et Julien Mousseau d'ailleurs ont créé Tractor en 2016 avec l'ambition de révolutionner, c'est souvent le cas, avec cette jeune génération, et de simplifier l'expérience matérielle pour permettre aux professionnels d'exercer leur métier sereinement et simplement. Et en clair, aujourd'hui, c'est... parce que je laisserai détailler son activité, son business model, c'est plus à lui de le faire, mais c'est aujourd'hui 37 collaborateurs, c'est une très belle levée de fonds qu'il a réalisée il y a déjà un petit moment, et puis surtout c'est un engagement qu'il a dans un métier extrêmement concret. J'ai la chance de le connaître depuis un bon moment, toujours collé au terrain. Et c'est ce qui plaît très souvent également, je crois, aux experts comptables, qu'on s'envole pas, qu'on soit très pragmatique, et ça c'est extrêmement important. Alors ça, Idir Saïd-Siamer, bonjour Idir, donc cofondateur de Tractor. Réinventer la location de matériel pour les pros en 30 secondes, là ça veut dire quoi Idir concrètement? Concrètement, ça veut dire simplifier l'expérience de la location pour la rendre rapide, accessible à tous les professionnels. Aujourd'hui, pour louer du matériel, en fait, on doit faire plusieurs demandes de devis, vérifier les dispos, faire des ouvertures de compte, etc. Et on propose une solution qui vous permet de réserver tout type de matériel en 2 minutes chrono et à des prix exceptionnels. Profession peu digitalisée, c'est là-dessus que vous surfez notamment aujourd'hui. Tout à fait, c'est un marché qui est très très peu digitalisé et aujourd'hui on arrive à apporter du digital pour apporter une expérience plus rapide et gagner du temps à des professionnels qui sont souvent pris par le temps, manque de temps.
Et on automatise énormément de choses grâce à la techno. Et c'est pas que de la tech, parce qu'on a des vrais, Dominique il en parlait, des vrais experts métiers chez nous qui vont accompagner les clients dans le choix des machines, qui vont veiller à la qualité du service et tous ces aspects-là. Et donc, beaucoup d'opportunités s'offrent à vous. Vous avez l'embarras du choix, beaucoup d'envie, beaucoup d'objectifs. Et ça nous amène à la question que vous voulez poser à notre expert comptable ici présent. Quelle est cette question, Villiers ? La question, c'est, on a lancé Tractor il y a un peu plus de 4 ans, avec une vision qui était de réinventer ce secteur et un plan, une stratégie de développement assez claire. Sauf qu'entre-temps, on a une meilleure expérience de notre marché, on cerne mieux les attentes clients. Et on a souvent des opportunités, en effet, parce que c'est un marché qui est peu digitalisé. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on arrive à trouver le parfait équilibre entre saisir des nouvelles opportunités pour accélérer et se développer, tout en évitant de disperser des efforts, donc rester focus sur notre cœur de métier. Comment aller trop vite ou pas assez vite finalement? Alors Follow l'expert, notre expert comptable avec nous, Franck Lamotte. Qu'est-ce qu'on répond, Franck, à y dire? Bonjour Guillaume, donc effectivement lorsqu'on lance son entreprise, il est important à un moment donné de se poser et de voir quelle est sa stratégie. Alors, en fonction de la taille, en fonction effectivement des enjeux, il peut y avoir plusieurs étapes. Je dirais que, en tout cas pour moi, il y a au moins 6 étapes. La première étape, c'est faire un SWOT. Ce qu'on appelle un SWOT, c'est quoi? C'est de dire quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, quelles sont mes opportunités et quelles sont mes menaces. En discutant ensemble, on a tout de suite, et sans vouloir le faire, quelque part fait ce SWOT, puisque on a indiqué très rapidement, il m'a indiqué très rapidement quels étaient ses points forts, sa disponibilité, sa capacité à répondre facilement, un réseau plutôt bien établi. Et par contre aussi, très vite, il m'a dit j'ai eu une menace, il a réagi très vite et c'est tant mieux. À un moment donné, il était payé sur une commission et très vite il a vu qu'il avait des retards de paiement. Il était nécessaire effectivement de modifier le fonctionnement et de facturer, je dirais, ses clients directement et d'être facturé par ses fournisseurs. Donc je dirais que c'est peut-être la principale étape si j'avais à retenir dans les 6 étapes. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'interroger sur le cœur de métier. Qu'est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on est ? C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, aujourd'hui le BTP ça représente 8% du PIB, donc c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire. Donc, est-ce qu'on est plutôt sur un métier de niche ou est-ce qu'on veut plutôt être sur un métier où là, c'est très ouvert? Je crois que la réponse est un peu inclue dans ma question. C'est vrai que c'est très ouvert et le possible est important. Ça, c'est, je dirais, le deuxième point. Ensuite, quels sont les freins au développement? Il peut y avoir des freins au développement. Donc là, il faut s'interroger sur ces freins au développement. Parce que si on ne s'interroge pas sur ces freins de développement, ça peut casser toute une dynamique. Et d'ailleurs, ce qu'il a vu dans ses opportunités, puisqu'il y a 35 personnes aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, et c'est vrai que dans son entourage, il a beaucoup de data. On l'évoquait, et c'est vrai que ça sort un peu de son cadre, mais beaucoup de data. Et dans cette data, il s'imaginait peut-être que cette data pouvait être utilisée pour être prédictif. En fonction du temps, on sait très bien que son activité elle est très liée au temps, en fonction des permis de construire. Comment je dois réagir par rapport à ça? Et c'est vrai que je pense que c'est un élément important et c'est vrai que la partie recherche est importante dans son business. Après, le quatrième point, qui est le deuxième point qui pour moi est le plus important, c'est comment j'embarque les équipes. On a des talents, c'est sûr, il a des talents, 35 personnes, il y a des meneurs, puis il y a des gens qui suivent. Donc il faut être capable, je dirais, dans le cadre de son projet, d'embarquer toutes les personnes qui sont susceptibles de l'aider à réussir le projet. Donc ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, donc 4 ans d'existence, on regarde ce qui s'est passé. Il faut faire un focus sur le passé. On est capable d'en tirer des enseignements. Et puis par contre, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir, puisque quelque part, on est toujours en recherche de vouloir construire l'avenir, tout en mesurant, et c'est important, je pense que parfois on oublie de mesurer, en mesurant la performance, parce qu'il s'est fixé des caps, mais il faut être capable de savoir si ces caps, ils ont été atteints ou pas. Et ça, parfois, on l'oublie un peu de le faire. Là, c'est l'expert comptable, désolé, qui parle. Et je dirais le sixième point qui doit être fait aussi, c'est comment je structure mes investissements, comment je structure. Et quelque part, il l'a déjà fait, puisque dans la structuration, on a le capital qui est la mise de départ des associés. On peut avoir recours à l'emprunt, évidemment. On peut également susciter des mécanismes français qui existent, notamment le crédit d'impôt recherche. Je pense qu'il y a possibilité dans son cas d'avoir du crédit d'impôt recherche. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'ils se sont ouverts sur effectivement l'appel de fonds, qui aujourd'hui est un moyen fort de pouvoir se développer. Donc voilà, je dirais, en 6 étapes, me semble-t-il, ce qui doit être fait. Bien entendu, on peut l'adapter en fonction de la taille. Qu'on appelle le fameux SWOT. Vous avez déjà amorcé certaines des étapes, quand même, quelque part, de ce que nous a expliqué Franck à l'instant, et dire quand même. Tout à fait. Déjà, durant le confinement, on s'est réadapté dans notre business model, comme le disait Dominique. Et aujourd'hui, post-Covid, on se retrouve avec un modèle économique
plus intéressant, on fait plus de croissance et on a un niveau de service qui est meilleur parce qu'on a profité justement pour améliorer tous ces aspects-là. Et après, dans ce que dit Franck, j'aime beaucoup le côté très méthodologique. Le suivi de KPI parce que ça correspond à nos personnalités, mon associé et moi. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail d'analyser tous ces aspects-là pour faire le tri sur les opportunités, saisir celles qui rentrent dans le cadre de notre vision et celles qui s'éloignent un peu plus. Et je pense que je reviens sur l'étape 2, si j'ai bien compris, où on se pose la question qu'est-ce qu'on a envie d'être sur du long terme pour savoir qu'est-ce qu'on intègre ou qu'est-ce qu'on n'intègre pas. Vous avez une levée de fonds, je crois, qui a été faite ou qui est dans les tuyaux, non, je crois, aujourd'hui. On a fait une levée début 2019 de 3 millions auprès d'investisseurs. Bon, elle est achevée, elle est terminée. Elle est terminée, Elle est terminée. Bon, et une autre dans les tuyaux, non pas pour l'instant. L'année prochaine. L'année prochaine. On prévoit de relever l'année prochaine pour pouvoir accélérer notre développement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan R&D, parce que Franck en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de data, on a énormément de valeur qu'on peut créer dans l'industrie. Bon. Comment on réfléchit? On a une levée de fonds du côté d'Idir dans un an. Voilà. Qu'est-ce que, dans le contexte un peu particulier qui est celui qu'on vit aujourd'hui, comment est-ce qu'on appréhende cette échéance? Pas dans n'importe quel contexte. Alors c'est quelque chose qu'il connaît puisqu'il a déjà été amené à le faire, effectivement. Donc là, on voit bien la levée de fonds. Il y en a une autre dans un an, peut-être, si possible. Donc ça serait une troisième, je crois. Ça serait une troisième. Et en fait, si on regarde un petit peu les levées de fonds, donc au départ, elles étaient vraiment destinées aux entreprises d'une certaine taille qui avaient un peu d'envergure, entre guillemets. Et progressivement, elles sont devenues de plus en plus fréquentes dans les entreprises de taille plus intermédiaire, ETI forcément, mais également les PME. Donc ça, c'est un constat. Pourquoi? Il y a abondance de liquidités. On sait qu'il y a abondance de liquidités sur le marché. Ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, les rendements classiques sur les placements sont faibles. On a peu de rendements. Donc très rapidement, les entreprises, les fonds se sont orientés vers ces entreprises pour essayer d'avoir une rentabilité un peu plus élevée, certes avec des risques, mais je dirais avec une rentabilité plus élevée. Ça, c'est un premier point. Le second point, qui est spécifique à la France, c'est que dans le cadre de l'ISF est un peu spécifique à la France. Effectivement, il y a eu la création de ces fonds ISF qui permettaient de drainer un certain nombre d'argent grâce à des levées importantes, mais aussi grâce à des mécanismes fiscaux qui permettaient de réduire ces impôts. Et c'est vrai que ces fonds étaient là. Et puis, je dirais, donc c'est ça qui a été un peu un accélérateur. Et quand on regarde d'ailleurs le programme du président Macron, il a été un petit peu modifié avec les événements, on le sait un peu pourquoi, mais dans un de ces événements, c'était de dire il y a beaucoup de liquidités. On sait que pendant le Covid, je crois que c'est 90 milliards qui ont été acquis. Il y a beaucoup de liquidités, donc c'était de dire il faut que ces liquidités aillent vers les entreprises. Et on s'aperçoit que par rapport à l'Allemagne... Vieux combat, ça. Un vieux combat, effectivement. Et quand on regarde l'Allemagne avec les ETI et notamment les PME, on voit bien que leur structuration de fonds propres, elle est beaucoup plus faible que celle des entreprises françaises. Donc, nécessité, essayer d'aller vers l'économie, on dirait réelle, comme on dit aujourd'hui. Bien, le SWOT. Donc voilà, vous avez commencé à amorcer certaines épreuves. Le SWOT, voilà, les plus, les moins, les bons points, les mauvais points. On vous souhaite de continuer à suivre cette méthode. Convaincu par les explications de notre expert comptable? Oui, très bien. Merci Franck. Merci Franck. Voilà. Mission numéro 1 réussie. Mission numéro 2. BFM Business. Follow l'expert. La mission. C'est Camille Azoulay qui est avec nous. On va changer un petit peu d'univers là pour le coup. Dominique, je vous laisse avec beaucoup d'intention, beaucoup d'intérêt, comme nous tous. Parce que vous n'êtes pas venu les mains vides, Camille. Voilà, donc, Effectivement, on change d'univers. Camille Azoulay et Adrien de Castille, son associé, ont créé Funky Veggie en 2016, la même année également, avec un concept assez simple. Transformer ce qu'on appelle la balbouffe en quelque chose de bon et de sain. C'est pas évident en réalité, mais ils l'ont fait, elle l'a fait. Aujourd'hui, c'est 12 collaborateurs. Donc on voit que cette jeune génération crée les entreprises, crée les emplois, c'est la baseline du MoveJ. Ils le font avec plaisir, bien sûr ils sont accompagnés avec des questions qu'ils se posent évidemment. Et là avec la Covid, évidemment la pâte à tartiner, qui est le petit dernier, je pense, a dû cartonner pendant cette période. C'est normal, c'est sain et c'est bon. Tout est dit. Il a tout dit en quelques mots finalement. Non, mais je suis l'agent de com, c'est pour ça. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, Camille est venu avec des produits. Alors 100% naturel et funky, vegan et sans gluten. Et j'adore cette expression, sans rien de bizarre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de colorant, pas d'additif, il n'y a rien. Alors Camille, on essaie de changer un petit peu la grande distribution, de faire en sorte que demain vous puissiez trouver des produits qui sont aussi gourmands que ce que vous pouvez trouver aujourd'hui sur les étalages. C'est très bon, il n'y a pas de souci. En revanche, les étiquettes et les compositions
fonds, aujourd'hui, laissent beaucoup à reprocher, à désirer plutôt. Oui. Et donc, nous, on fait que des compositions très, très propres, des listes d'ingrédients courtes, rien de bizarre à l'intérieur, pas de sucre ajouté, pas de colorant, pas de conservateur. Bon. Que des choses qui sont à la fois meilleures pour votre santé et pour la planète, mais dans le plaisir et la gourmandise avant tout. Eh ben, c'est une prouesse en 2021. Voilà, donc on vous en remercie. Plus de 2000 points de vente en France, c'est ça? Je vois plus de 60 000 followers sur Instagram. 80 000 là. 80 000, pardonnez-moi. Oui, ça continue de progresser de jour en jour. Ouais, Chaque jour. Ah oui, c'est exponentiel à ce niveau-là. L'entreprise a été créée en 2015 ou 2016. 3 ans d'existence. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 3 ans. Quelle est la question, Camille, que vous voulez poser à notre expert comptable Franck Lamotte, ici présent? C'est vrai qu'on a une croissance assez saine depuis le début et on a de la chance, on a pu faire les choses en bon père de famille, ce qui n'est pas possible dans tous les milieux au départ. Mais il y a de la croissance, on en est super content, mais il faut la financer aussi, cette croissance. Donc forcément, on parlait de levée de fonds et de financement de manière générale, c'est une question qui se pose de plus en plus. Quels sont les points d'attention en fait à avoir quand on s'oriente vers ces levées-là? D'accord. Franck Lamotte, notre expert comptable. Donc effectivement, Camille, peut-être le premier conseil, c'est de faire appel à un spécialiste parce qu'on se lance sur des opérations qui sont quand même assez, somme toute, complexes, qui nécessitent beaucoup de préparation, j'y reviendrai. Donc mon premier conseil, c'est d'avoir votre expert comptable à côté de vous, de façon à vous accompagner sur ce type de projet. On ne peut pas partir comme ça, je dirais, à la légère. Ça, c'est un premier point. Le second point, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, il faut bâtir un dossier. Quelque part, c'est aussi un jeu de séduction. Quand on veut faire entrer un fonds d'investissement, on le séduit. Donc il faut avoir un dossier qui soit en capacité de séduire. Donc il y a quelques règles à respecter. Je l'évoquais tout à l'heure, je ne vais pas m'étendre. Il faut bâtir quelle est l'entreprise, quelles sont ses valeurs. Et je crois que là, on peut dire qu'il y a des valeurs, c'est évident. Quelles sont ses valeurs, sur quoi elle veut s'orienter. Faire une étude de marché, parce que c'est vrai qu'on est sur un marché plutôt naissant, bon, qui a quelques années, mais il est important d'avoir un petit peu des retours, des ressentis par rapport à cette étude de marché. Je pense que ce n'est pas inutile. Après, il faut voir comment on calibre effectivement ses besoins, ses moyens, les aspects financiers. On revient quelque part à la levée des fonds. Et puis voir comment on va le financer. Est-ce que c'est des fonds propres? Est-ce que c'est des investisseurs? Est-ce que c'est des personnes qui veulent intervenir dans votre projet? Et surtout, important, je le répète à nouveau, je pense que je le répéterai après, il faut mesurer. C'est-à-dire, il faut mesurer, donc ça veut dire, pour mesurer, il faut établir un plan financier, donc un business plan, comme on dit, qui est capable de dire, voilà, où je veux aller, comment je vais y aller, et comment je vais le mesurer. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, on l'évoquait, c'est vrai que dans le cadre des fonds d'investissement, il y a souvent des points réguliers qui sont faits à travers des points mensuels, aussi bien sur les résultats, bien entendu, mais aussi sur les difficultés, il y en a, ça arrive, les progrès, vers quelle orientation on veut aller. Enfin, tout ça, c'est une relation qu'on doit avoir avec son partenaire. Et j'arrive au troisième point, c'est quel partenaire on veut. Parce que quelque part, dans les fonds d'investissement, vous avez plusieurs types de fonds. Le premier fonds qu'on connaît, c'est le fonds classique, beaucoup d'argent, capacité à mettre beaucoup d'argent, mais voilà, dans 5-7 ans, je dois sortir avec telle rentabilité. Donc, très clair, s'il n'y a pas cette rentabilité, le fonds peut influer sur votre volonté, votre organisation, pour dire, et vous imposez des choix quelque part. Et on dénature parfois un petit peu le projet. Ouais. Donc ça, c'est important. Après, vous avez les fonds ISF, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc des gens qui, effectivement, ont mis de l'argent pour défiscaliser. Et donc, ce sont ces fonds qui se sont créés. Là aussi, qui sont sur des durées, je dirais, assez courtes, 5-7 ans. Donc, leur capacité, c'est de dire, je mets de l'argent, j'ai un rendement attendu, au bout de ces 5 ans, je veux ce rendement, c'est ce que je veux, c'est mon souhait. Après, il y a des fonds qui sont des fonds d'entrepreneurs. On l'évoquait aussi, il y a des personnes qui ont bien réussi dans leurs activités, qui ont volonté d'accompagner, d'apporter tous leurs conseils, et c'est important, je trouve que d'ailleurs c'est plutôt valorisant pour les entreprises, d'apporter ces conseils en disant voilà ce qu'il faut faire, voilà ce que je vois, et je pense que c'est une façon de voir les choses. Et là par contre on est sur des personnes qui sont un peu moins pressées, qui construisent, qui ont vécu d'ailleurs ce que vous pouvez vivre, parce qu'eux-mêmes ont créé leur entreprise. Donc vous avez ce type de fonds. Puis vous avez des fonds, et là peut-être qui peut être intéressant par rapport à ce qu'on évoquait, qui sont très sensibles à vos valeurs. Les valeurs, vous disiez, c'est la qualité, la provenance. Vous m'évoquiez dans nos discussions que aujourd'hui, votre souhait, c'était plutôt de mettre tout l'approvisionnement en France. C'était un souhait pour être, je dirais, en proximité, puis pour d'autres raisons d'ailleurs. Et puis, donc ça, c'est un point important pour vous. Puis vous me dites, demain, dans le supermarché, moi, ce que je veux, c'est que vous connaissez toutes les applications pour mesurer est-ce que c'est rouge, vert. Je ne vais pas citer, on l'a bien en tête. Mais c'est vrai que demain, c'est de dire quand je vais acheter Funky Veggie, je n'ai pas besoin de cette application. Ouais. Je sais que le produit, il est de qualité. Donc c'est quelque chose. Donc pour ça, vous avez des fonds
qui sont sensibles à votre discours, qui sont des fonds d'investissement très marqués par ça, et donc qui, me semble-t-il, dans votre cas, moi je vous conseillerais d'aller vers ces fonds-là parce que ils vont accepter un petit peu votre vision et vont vous accompagner plus durablement. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Franck? Où est-ce que vous en êtes des réflexions autour de cette levée de fonds, Camille, exactement? On commence à rentrer dans le dur. Ouais. Et en effet, c'est vrai qu'on veut privilégier des acteurs d'impact qui comprennent que l'ambition, elle est très forte d'un point de vue économique, mais elle va de pair avec une ambition d'impact qui est très forte, qu'on veut conjuguer durabilité, viabilité, éthique et business, et qu'aujourd'hui, les nouvelles entreprises, je pense qu'on crée, répondent à ça en même temps. Oui. C'est un travail auquel on peut répondre s'il faut constituer son dossier, son plan. Ça prend combien de temps pour constituer tout ça? C'est beaucoup de travail. C'est un gros boulot, oui, bien sûr. Alors, voilà, bien sûr, c'est beaucoup de travail. Ça nécessite d'abord d'embarquer toutes les personnes qui sont autour du projet, quelque part, parce que c'est aussi un esprit d'entreprise. Donc c'est un gros travail, il ne faut pas le négliger, avec un travail à la fois de réflexion. Et je trouve que c'est un bon moment, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour réfléchir. Quand on a 4 ans, on a déjà un peu d'existence, on a vu ce qui a marché, ce qui a peut-être un peu moins marché. Donc c'est important de se dire comment je peux rebondir et donc se donner un petit peu cette feuille de route avec des valeurs comme j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vrai que grosso modo, ça peut prendre 3 à 4 mois. Après, ça dépend de l'envergure, ça dépend de la taille, mais 3 à 4 mois, il ne faut pas négliger ça parce que quand on fait appel à, par exemple, je parlais d'études de marché, on dépend d'un prestataire, bien entendu, donc il faut construire progressivement. Il ne faut pas négliger cette étape parce que c'est votre produit fini pour attirer le fonds. Vous vendez un produit fini comme vous vendez les produits et on est attiré à la fois par le packaging, ça nous attire, mais aussi attiré par ce qu'il y a dedans, c'est le plus important. Vous avez toutes ces réflexions, ça fait combien de temps que vous avez entamé cette réflexion là? Alors c'est vrai que nous, le confinement et la crise ont finalement permis de maturer cette réflexion parce que je crois qu'on était un peu dans la même situation. On devait amorcer une levée de fonds plutôt en début d'année. On a pu bénéficier de beaucoup d'aides et on a beaucoup de chance d'être en France pour ces raisons-là. On va parler dans un instant de ça. Et donc on a vraiment structuré à fond l'entreprise cette année en disant voilà, on arrive fin d'année avec une base hyper solide, hyper saine pour avoir de l'investissement en 2021 et commencer l'année avec davantage d'investissement. Et aller vers cette échéance. Dominique, oui, je partage totalement ce qu'a dit Franck. J'ai apporté un complément, c'est que les fonds sont également souvent sectorisés par la taille du besoin. Oui. Et également sur le secteur d'activité. Donc il faut véritablement faire une étude de marché pour savoir à qui on va envoyer notre dossier parce que on le fait pas, on l'envoie pas à tout le monde. Et ça c'est extrêmement important. Et ce que vient de dire Camille est fondamental parce que moi je pense toujours que la meilleure levée de fonds c'est la marge qu'on fait avec ses clients. C'est vrai. Je pense que Franck sera d'accord avec moi. Oui. Mais parfois, pour certains business, il faut les faire de la levée de fonds. Je comprends bien. L'important, par contre, c'est de faire en sorte d'utiliser tout ce qui est en son pouvoir. Et là, effectivement, le PGE et tout ça, ça permet d'engranger du cash et de se dire on peut avancer et développer, en tout cas pour l'année qui va venir. Idir, vous avez un mot à dire très rapidement? Oui, tout à fait. Je rejoins Dominique dans la remarque qu'il vient de faire parce que pour l'avoir fait à 2 reprises, chaque fonds a une thèse d'investissement. Il faut faire attention en amont. Est-ce que mon dossier correspond aux habitudes du fonds en termes de maturité, en termes de secteur d'activité, etc. Parce que souvent, les fonds peuvent répondre et vous recevoir juste pour s'alimenter sur votre marché, comprendre les habitudes, etc. pour que ça les nourrisse sur d'autres dossiers, mais ils ne sont pas intrinsèquement intéressés. Et sauf que notre seul actif, c'est le temps qu'on a, et on doit le mettre dans la structure et dans le développement. Camille, on va faire une parenthèse, on n'a qu'une minute parce qu'on est presque au bout de l'émission, mais on voulait dire un mot sur le PGE. Vous avez contracté un prêt garanti par l'État, et vous aviez une question à poser rapidement à Franck à ce sujet. Voilà, on a beaucoup de chance. En effet, on est pas mal d'entreprises à avoir bénéficié de cette aide. Ce dont on parle peu et ce auquel on pense peu, c'est qu'à un moment, il va falloir rembourser. Et donc, comment est-ce qu'on s'organise pour ces décaissements qui arrivent? Vous n'y avez pas touché, je crois, pour l'instant au PGE. Pour l'instant, on l'a et il est dans la banque. Et beaucoup d'entreprises n'y ont pas touché. Beaucoup d'entreprises n'y ont pas touché. Franck, d'abord là-dessus. Oui, effectivement, très rapidement, parce que je comprends qu'on est pressé. Effectivement, il y a des entreprises qui très peu ont tiré de PGE, finalement, au regard de la masse. Certains l'ont demandé, mais ne l'ont pas utilisé. Et finalement, certains l'ont utilisé, bien entendu, mais il n'y en a pas tant que ça. Ça, c'est un premier point. Alors, le PGE, pour répondre, effectivement, c'est un prêt garanti par l'État, donc il est accordé par l'organisme bancaire. L'État intervient à 90% en termes de garantie, donc c'est quand même assez significatif. Comme tout emprunt, effectivement, Camille est de bon sens, il faut le rembourser. Donc la durée de remboursement, elle est fixée à maximale à 6 ans. Donc vous avez un an de franchise. Donc si vous l'avez contracté en avril de cette année, vous pouvez
avec une franchise d'1 an jusqu'en avril 2021. Je rappelle juste, petite parenthèse, qu'on peut encore souscrire jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Donc ça, donc on souscrit, donc on a ensuite un délai de 5 ans maximum. Donc c'est au choix de l'entreprise, donc cette capacité de remboursement ou pas. Donc c'est important de suivre sa trésorerie, sachant que effectivement, en fonction de la durée qu'on va retenir, le taux est plus ou moins fort. On est plutôt sur du 1, 1,5 si on est sur du 1, 2 ans, du 2, 2,5 si on est plutôt sur 4, 5 ans, sachant que dedans, il y a aussi la garantie d'État, puisque l'État, ça porte garantie, donc on l'a rémunéré. Et juste deux petits mots, et je termine. Un point sur les banques. D'ailleurs, j'étais avec quelqu'un qui est bien implanté dans ce niveau-là. Il me disait qu'ils avaient une pression forte de l'État pour être bienveillant sur le remboursement des PGE. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est si vrai que quand on regarde dans les Échos, notamment pour ne pas citer les Échos, vous aviez le ministre de l'économie qui disait qu'il estimait qu'on n'aurait qu'1% de défaillance. Donc il part vraiment sur un principe que le prêt serait remboursé. Les entreprises se rembourseront. Voilà, écoutez, c'était la parenthèse qu'on va faire, mais c'est la question qu'on pose un peu tous les mois, qui va continuer à se poser avec d'autant plus d'acuité qu'on va arriver au début des remboursements. Il nous reste quelques secondes, une grosse minute pour faire le point, la synthèse, c'est ce qu'on appelle les 3 points. C'est tout de suite. BFM Business. Follow l'expert. Le bilan. Donc, parce que c'était notre sujet d'origine, bien sûr, comment bâtir une stratégie de développement par les temps qui courent. On a retenu 3 points, Franck, on va les rappeler. 1, vous nous l'avez dit, se fixer un cap. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut se donner un scénario et se fixer ce cap pour écrire l'histoire et voir si on doit la corriger ou pas. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le lisant, évidemment. Deuxièmement, mesurer sa performance. Oui, je le rappelle, je le dis à nouveau une dernière fois, on ne le mesure pas assez au niveau des entreprises. Il faut regarder si on a atteint les objectifs ou pas et avoir des critères qui soit efficace et capable d'être lu. Et 3e point, s'adapter à son environnement, c'est aussi important. Je crois qu'on l'a dit également tout à l'heure, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé de s'adapter et ça c'est vrai que c'est la légitimité du chef d'entreprise. Et voilà pour cette émission de Follow l'expert, comment bâtir une stratégie de développement par les temps qui courent. Ils sont agités mais on est là bien sûr tous les mois. Merci à nos entrepreneurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Idir Aïd Siamer, cofondateur et président de Tractor. Merci beaucoup Idir. Camille Azoulay, présidente de Funky Veggie. Merci. Le président fondateur du Move J, Dominique Restineau. Merci Dominique, à très vite. Et puis merci à notre expert comptable du jour, Franck Lamotte, expert comptable à Lyon. Merci à tous les 4 d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Follow l'expert. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. À très vite.